19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir à la une de l'actualité. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune décerne la médaille de l'Ordre du Mérite national aux membres des forces aériennes de l'armée nationale populaire, ainsi qu'aux équipes de la protection civile et du Croissant Rouge algérien qui ont participé aux opérations de sauvetage en Turquie et en Syrie. Dans l'affaire du Maroc Gate, le Parlement européen se constitue partie civile au moment où le site d'information Off Investigation enquête sur le scandale. Le chef du gouvernement d'Union nationale en Libye, Abdelhamid Dbeiba, appelle à mettre un terme aux périodes transitoires et à aller vers des élections. Et dans ce journal également, nous aurons tout un dossier sur l'ouverture du 14e comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois. Une session lors de laquelle le Pékin a dévoilé ses objectifs pour l'année 2023, croissance et augmentation du budget de la défense. Bienvenue à toutes et à tous si vous venez de nous rejoindre. Tout d'abord, cette cérémonie présidée ce dimanche par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, au Centre international des conférences d'Alger, Abdellatif Rahal. Une cérémonie de distinction de la mission algérienne dépêchée en Turquie et en Syrie pour participer aux opérations de sauvetage des sinistrés du séisme qui a frappé la région le 6 février dernier, lors de laquelle le président Tebboune a décerné la médaille de l'Ordre du Mérite national aux héros de la nation, à savoir les membres des forces aériennes de l'armée nationale populaire, les équipes de la protection civile et les équipes du Croissant Rouge algérien. وشهادة إشعار بإسداء هذا الوسام يسلمه إياه السيد رئيس الجمهورية صدر مصف الاستحقاق الوطني. Le plus important pour nous, c'est de continuer nos efforts pour assurer un service digne de ce nom. Il est important aussi d'assurer l'intégrité des citoyens et de leurs biens. C'est un honneur d'être parmi ceux qui ont été honorés. Et grand merci au président, grand merci à tous ceux qui ont participé de pays pour nous encourager. On n'a pas lésiné sur les efforts. Le plus important pour nous, c'est d'avoir honoré le drapeau algérien et d'être revenu sain et sauf. C'est un grand honneur pour nous. On remercie le président de la République pour tous ses efforts et ses orientations rigoureuses. On tient à le remercier une nouvelle fois pour cette distinction. Le séisme qui a touché la Turquie et la Syrie a entraîné le déplacement de centaines de Syriens et l'ONU appelle justement la communauté internationale à accélérer leur installation dans les pays d'accueil. L'actualité, vous le savez, c'est également cette annonce concernant le Parlement européen. L'institution va se constituer partie civile dans le scandale de corruption qui l'éclabousse depuis le mois de décembre dernier. Une affaire retentissante et dans laquelle le Maroc est lui aussi embourbé. Ces nouveaux rebondissements ont été révélés par le quotidien belge Le Soir. Naïla Hamouda nous en donne les détails. Nouveau rebondissement dans l'affaire Maroc Gate. Touché dans sa crédibilité, le Parlement européen va se constituer partie civile. Le processus est en cours. Le Parlement européen a d'ailleurs engagé des poursuites internes pour mettre la lumière sur cette scabreuse affaire de corruption à grande échelle. Aucune échéance n'a cependant été précisée pour ce dépôt de plainte, pas plus que le nom de l'avocat qui représentera le Parlement. La justice belge a décidé de prolonger de 2 mois la détention provisoire d'Eva Kaili, arrêtée et incarcérée depuis début décembre. L'ancienne vice-présidente du Parlement européen est mise en examen pour corruption et blanchiment d'argent, dans le cadre d'une enquête sur le lobbying illicite qu'a exercé le Maroc afin d'influencer le processus décisionnel de l'Union européenne. Une affaire qui impliquerait également son collègue Marc Tarabella. Sa détention provisoire a elle aussi été prolongée d'1 mois.
Andrea Cozzolino, assigné à résidence en Italie, fait face à un éventuel transfert vers la Belgique. Cette affaire de corruption a ébranlé l'organe européen de manière significative et est considérée comme la plus grande affaire de corruption à laquelle le Parlement européen ait été confronté depuis sa création. Et afin de protéger la réputation de l'organe européen, les présidents des différents groupes politiques du Parlement ont adopté au début du mois de février une première série de mesures pour insuffler davantage de rigueur et de transparence dans les couloirs de l'institution. Tous les députés, mais aussi les assistants ainsi que les membres du personnel impliqué dans le travail législatif devront déclarer leur rencontre avec des représentants d'intérêt. Pour rappel, au moins 180 000 € en plus de cadeaux et de voyages ont été offerts par le régime du Marzen pour soudoyer les eurodéputés en échange d'un soutien électoral au Parlement européen, selon les derniers aveux de l'ex-eurodéputé Antonio Panzeri. Et le site d'information Off Investigation a justement consacré toute une enquête à ce retentissant scandale de corruption apportant de nouvelles preuves sur les pots de vin versés par le Marzen pour faire passer sous silence son occupation du Sahara occidental depuis 1975 et mieux piller les richesses de ce territoire. L'enquête signée Maïlis Kider pour Off Investigation a affirmé que les ex-eurodéputés Antonio Panzeri et Gilles Pargneaux sont depuis des années instrumentalisés par le royaume chérifien pour plaider sa cause sur le Sahara occidental. Et à propos justement du Sahara occidental, les participants à une conférence de solidarité avec la République arabe sahraoui démocratique ont tenu hier samedi à Sétif en Algérie une réunion. Ils ont affirmé leur soutien aux droits du peuple sahraoui, à l'autodétermination et condamné les violations par le Maroc des droits de l'homme au Sahara occidental. Nous le disions en titre, le chef du gouvernement d'union nationale annonce que le ministère libyen de l'Intérieur est disposé et prêt à assurer l'organisation des élections en Libye. Dans son allocution lors de la cérémonie de sortie de promotion militaire, Abdelhamid Dbeiba a appelé à mettre fin aux périodes transitoires et à aller vers des élections. Selon le chef du gouvernement, les simulations électorales effectuées en novembre 2021 ont démontré la capacité du ministère de l'Intérieur à organiser des élections loin de toute enchère. Il faut ici rendre hommage à la préparation électorale que cette administration a exécutée courant novembre 2022. Celle-ci a été le lieu du respect de tous ceux qui y ont assisté. Élevez votre niveau de préparation. Votre préparation sera toujours dans l'objectif de contribuer à concrétiser le rêve de la Libye et des Libyens, afin d'organiser les élections et d'en finir avec toutes les formes de période de transition. Par le travail constant à la prospérité de la Libye, à la défense de son intégrité territoriale et à la protection de ses citoyens. On reste en Afrique pour parler de start-up. Cette fois-ci, le Conseil exécutif de l'Union africaine a adopté lors de sa 42e session tenue à Addis Abeba une décision concernant la déclaration d'Alger pour le développement des start-up en Afrique proposée par l'Algérie. Cette décision qui met en relief les efforts du gouvernement algérien visant à soutenir les start-up en Afrique reflète la place de l'Algérie en matière de développement de l'écosystème de l'innovation, ainsi que son rôle pionnier dans le renforcement de la coopération Afrique-Afrique en matière de start-up. Au Mali, 2 employés du Comité international de la Croix-Rouge ont été kidnappés hier entre Gao et Kidal, selon la branche malienne de l'ONG. Depuis l'année 2012, le Mali est en proie à une grave crise sécuritaire et les violences, notamment les enlèvements d'étrangers et de Maliens, y sont fréquents. Un nouveau cessez-le-feu entrera en vigueur mardi sur l'ensemble des zones où se tiennent des combats entre les forces armées de la RDC et les rebelles du M23. L'annonce a été faite hier samedi par le président français Emmanuel Macron et le président de la RDC Félix Tshisekedi. Au cours d'un point de presse tenu à Kinshasa, la mise en œuvre de cette nouvelle feuille de route devrait permettre un retour rapide à la paix.
Emmanuel Macron qui a effectué, vous le savez, une tournée dans plusieurs pays du continent et en République démocratique du Congo, le président français a été accueilli par de nombreux manifestants hostiles à la politique de Paris vis-à-vis de l'Afrique. Khalden Batache. La politique française en Afrique pointée du doigt par les populations africaines et la tournée continentale du président Emmanuel Macron ne semble pas apaiser les esprits. Le désir de la jeunesse qui veut marquer un tournant dans son indépendance est un processus politique maturé par 60 ans de ce qui est communément appelé la France-Afrique. Le président français qui se targue à chaque fois de ne pas appartenir à la génération France-Afrique portée par la fougue de son jeune âge et la facilité de son verbe, s'est voulu avant son arrivée à l'Élysée l'architecte d'une nouvelle coopération et amitié afro-française, se heurte très vite à la réalité des intérêts de Paris en Afrique. Et comme ses prédécesseurs, Macron fera du néolibéralisme et du néocolonialisme sans fer de lance. De la beauté de son discours à Ouagadougou ou à Alger en 2017 ne restera que de simples promesses d'un discours qui peine à se concrétiser. La dernière tournée africaine de Macron, débutée le 1er mars dernier, n'a pas été accueillie favorablement par les populations africaines. L'Afrique veut en finir avec la présence militaire étrangère sur ses territoires et pourtant, le 27 février dernier, lors de son discours sur le futur des relations avec l'Afrique, Emmanuel Macron, là aussi, n'a écouté que d'une oreille distraite les revendications africaines et s'est attelé à défendre de nouveaux partenariats militaires. Ce refus de la politique étrangère française a été mis en évidence il y a de cela des mois au Mali, au Burkina Faso ou encore en Centrafrique. Il a été porté durant cette tournée africaine par les Congolais, que ce soit à Kinshasa ou à Brazzaville, des deux côtés du fleuve Congo. L'hostilité est la même et les raisons sont propres à tout un continent. Et sachez que le président sud-africain Cyril Ramaphosa procédera dans les prochaines heures à un remaniement gouvernemental, un remaniement attendu depuis la réélection donc de Ramaphosa à la tête de l'ANC, le Congrès national africain. Direction la Chine à présent, où s'est ouvert ce dimanche le 14e comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois, organisée au Grand Palais du Peuple à Pékin. Une session lors de laquelle Pékin a justement dévoilé ses objectifs pour cette année 2023, comme l'explique Jeanne Shanhui, journaliste à la télévision chinoise CGTN. Les deux sessions, ça a toujours été l'événement politique annuel le plus important en Chine et surtout, par exemple, l'événement qui s'est tenu ce matin, aujourd'hui, ça a été l'APN, l'Assemblée populaire nationale, et donc concrètement la première session du 14e Assemblée populaire nationale. Oui. C'est en effet l'organe suprême du pouvoir de l'État et aussi la législature suprême chinoise. En tout cas, ces quatre principales fonctions sont législation, supervision, nomination et révocation. Et donc, cette année, en effet, il faut remarquer que c'est la première session de l'Assemblée populaire nationale à la suite du 20e congrès national du Parti communiste chinois qui s'est tenu l'année dernière en octobre 2022. Et selon le rapport de ce 20e congrès du Parti communiste chinois qui s'est tenu justement, en fait, la nouvelle mission du Parti communiste chinois est d'unir et conduire le peuple chinois pour réaliser l'objectif du deuxième centenaire, qui est de faire la Chine un grand pays socialiste moderne dans tous les domaines, tout en promouvant un grand renouveau de la nation, en abordant la modernisation chinoise. Alors si l'augmentation du budget de la défense a déjà été annoncée, la réunion de l'instance législative suprême qui se prolongera jusqu'au 13 mars prochain devra entre autres dégager la nouvelle direction du pays. En plus d'un plan de développement économique et social pour l'année en cours, Pékin a déjà annoncé sa volonté de travailler à renforcer l'unité nationale et à relever les défis posés par une conjoncture internationale chargée de complications. Sofiane Baroudi. C'est dans l'enceinte du Palais du Peuple à Pékin que le Premier ministre sortant, Li Keqiang, a présenté le bilan de son gouvernement devant les délégués réunis pour la 14e session de l'Assemblée populaire nationale chinoise. Xi Jinping, qui a été réélu en octobre dernier comme secrétaire général du Parti communiste chinois, sera reconduit dans ses fonctions de président de la République populaire de Chine. Il aura à ses côtés Li Qiang, promu Premier ministre, après avoir dirigé le secrétariat du parti à Shanghai. L'une des grandes décisions entérinées par l'Assemblée législative est l'augmentation du budget de la défense à hauteur de 7,2%, soit un peu plus de 225 milliards de dollars, qui seront consacrés à la défense nationale, dans l'objectif d'accélérer la modernisation de l'armée populaire de libération chinoise, selon ce qui a été annoncé
en ouverture de cette session parlementaire. Dans un contexte international marqué par une montée des tensions et par des risques d'instabilité grandissants, mais aussi par une reconfiguration profonde de l'échiquier politique global. Pékin, porteuse d'un plan de paix pour l'Ukraine, plaide volontiers pour la promotion d'un monde multipolaire. La Chine a publié récemment à cet effet 2 documents traduisant sa doctrine stratégique et sa ligne diplomatique de politique étrangère. Le 7 mars. Donc c'est à ce moment-là que le nouveau ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, va participer, va prendre la parole à cette occasion de la conférence de presse. Et ça sera également sa première conférence de presse en tant que ministre chinois des Affaires étrangères. Donc à cette occasion, bien sûr, il va revenir sur des relations diplomatiques de la Chine avec d'autres pays étrangers, surtout la relation avec la Chine, avec l'Afrique, avec le Moyen-Orient, avec les États-Unis, avec l'Europe. Donc ça sera très intéressant à suivre, en effet, pour comprendre les politiques diplomatiques de la Chine pour l'année 2023. Le plan de développement économique et social a réaffirmé la volonté de Pékin de défendre résolument le principe de la Chine unique, ainsi qu'à militer avec force contre toute velléité séparatiste concernant le dossier de Taïwan. Ce dernier connaît une montée significative des tensions depuis la visite controversée de Nancy Pelosi sur l'île. Les travaux de la 14e session de l'Assemblée populaire nationale chinoise devront se prolonger jusqu'au 13 mars prochain. Le même jour, devront se dérouler dans la région des manœuvres militaires conjointes de grande ampleur entre les États-Unis et la Corée du Sud. Celles-ci seront baptisées « Bouclier de la liberté ». Les derniers exercices militaires de ce type avaient précipité la colère de Pyongyang, qui avait répondu par des essais de missiles balistiques à ce qu'elle considère comme étant des provocations. La Chine, qui vise une croissance d'environ 5% et muscle ses dépenses militaires pour l'année en cours. Objectif annoncé ce dimanche à l'ouverture de la session parlementaire chinoise annuelle après 3 années de ralentissement dû à la crise de Covid-19. Au Proche-Orient, le peuple palestinien continue de subir les agressions de l'entité sioniste. Les colons ont attaqué des véhicules de citoyens palestiniens à l'entrée du village de Marada, sous la protection des forces sionistes selon des sources locales palestiniennes. Les mêmes sources ont révélé que 15 colons extrémistes ont fermé l'entrée du village. On passe au sport avec le retour de la Formule 1 avec le Grand Prix de Bahreïn. À l'issue de 57 tours, c'est Max Verstappen qui a dominé la première course de cette saison 2023. Le pilote Red Bull a fait cavalier seul en tête et a terminé devant son coéquipier Sergio Pérez. Fernando Alonso, lui, a fait sensation à bord de son Aston Martin Salah Faisal. La Formule 1 est de retour pour une nouvelle saison de folie, de défis. Le coup d'envoi a été donné du Moyen-Orient. Et c'est la 20e course au Bahreïn depuis l'apparition de l'événement en 2004. Et c'est la 5e fois que le circuit organise l'ouverture de la saison. Max Verstappen, le champion en titre, a dominé la course dès le départ. Le pilote de Red Bull n'a pas eu un rival de qualité. Le cavalier autrichien a entamé la saison avec une victoire, la 36e de sa carrière. Verstappen vise son 3e titre cette saison. Le champion du monde a franchi la ligne d'arrivée en 1h33 minutes 56 secondes et 736 millièmes. Devant l'autre pilote Red Bull Sergio Pérez, le vétéran Fernando Alonso, pilote d'Aston Martin cette saison, est rentré en puissance. Le stratège a complété le podium. Carlos Sainz de Ferrari s'est contenté d'une 4e place. Son coéquipier Charles Leclerc out après une panne de voiture. Le monégasque est pourtant bien parti, explosif à la ligne de départ, 3e avant l'abandon. Le Britannique, lui, s'habilitant en 6e position. Quel début de saison incroyable, un début parfait pour Red Bull. N'oublions pas que depuis 2017, tous les pilotes qui ont remporté la course d'ouverture de la saison ont ensuite terminé à la 2e place du championnat. La saison dernière, Max Verstappen a abandonné la course sur ce même circuit et pourtant il avait bien terminé champion, tandis que Charles Leclerc a remporté la course mais sans être champion à la fin. Les rôles peuvent-ils être inversés ou Verstappen est déjà au max, loin des autres pilotes? La réponse, on l'aura certainement lors des prochains Grands Prix, à commencer par l'Arabie Saoudite. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Al24 News. Très bonne soirée.